Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, que vous soyez en vacances, au boulot, encore à l'apéro, je suis heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous unique sur la Bande FM. Comme tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous offre le seul et unique talk show consacré à la vérité sur les grands mystères de la vie, de la mort, de la société, de l'univers. Et parmi les grandes interrogations, celle qui nous amène à ouvrir le dossier OVNI. Et pour me permettre de vous en dire toute la vérité, un homme qui s'est battu pendant de nombreuses années pour faire entendre sa voix, Jean-Claude Bourret. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Bob, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis ravi de vous accueillir, ancien présentateur du journal télévisé de TF1. Vous avez tenu une chronique justement sur le phénomène OVNI sur Inter pendant de nombreuses années et écrit 6 livres sur le sujet. Alors on va évoquer bien sûr des cas qui vous ont interpellé dans ce dossier OVNI, mais avant cela j'aimerais avoir, vous qui avez travaillé de nombreuses années, je le disais, sur ce dossier, votre sentiment aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a encore d'actualité ? Il est plus que jamais d'actualité parce que il faut bien poser le problème avant de rentrer dans ce qu'on peut appeler la quincaillerie, c'est-à-dire Monsieur Michu qui a vu atterrir dans son champ un objet volant non identifié qui a laissé des traces. Il faut d'abord savoir si l'hypothèse d'une existence de vie extraterrestre susceptible de nous rendre visite est une hypothèse complètement folle ou si c'est une hypothèse recevable. Or, nous sommes en 2013. Et que s'est-il passé en 2013 ? Eh bien, d'abord, au mois de février, vous avez une première estimation scientifique qui fait état d'1 milliard. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas le bac à 83% que le milliard c'est 1000 millions. Donc à 1 milliard, le nombre de planètes susceptibles d'abriter la vie dans notre seule galaxie. Et il y a des milliards de galaxies. Et surprise, au mois de juin 2013, donc il y a quelques jours, nouvelle estimation disant on a refait nos calculs, c'est pas 1 milliard, c'est 60 milliards de planètes susceptibles d'abriter la vie dans notre seule galaxie. Donc, évidemment, la vie est un phénomène tout à fait banal dans l'univers et évidemment, nous avons des civilisations qui sont très en avance par rapport à la nôtre. Pourquoi ? Parce que l'univers a un peu moins de 14 milliards d'années, que notre planète a 4 milliards et demi d'années, et que donc des vies ont pu naître sur d'autres planètes des milliards d'années avant la nôtre. De quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 500 ans d'avance par rapport à la nôtre ? Alors là, on ne parle pas de 500 ans, on ne parle pas de 1000 ans, on ne parle pas de 100 000 ans, on ne parle pas de 1 million d'années, on parle de plusieurs milliards d'années. Donc cette civilisation, elle nous apparaîtrait comme étant magique. On ne comprendrait même pas. Elle est peut-être invisible autour de nous, parce qu'elle a les moyens d'être invisible, et on n'en a pas conscience. Et vous pensez que c'est pour cela qu'elle se montre pas, cette civilisation, peut-être de peur de nous effrayer ? Depuis 30 ans, on se pose toujours les mêmes questions et on réagit toujours en fonction de notre culture qui est extrêmement limitée, puisqu'on ne sait même pas comment l'univers a été créé et éventuellement quelle est l'intelligence qui a créé l'univers. Donc on a tendance à dire, je caricature à peine, mais vos extraterrestres, s'ils existaient, ils auraient dû atterrir dans la cour de l'Élysée, aller voir le président Hollande et Madame Trierweiler et lui dire voilà, on vient de la planète Oxo et on voudrait rentrer en contact avec vous. Tout ça, c'est un ridicule absolu, parce que si la différence de culture est trop grande, le contact n'est même pas envisageable. C'est exactement comme si vous me disiez mais pourquoi on n'a pas une ambassade pour les fourmis ou pour les escargots ? Ça n'a pas de sens. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit que les scientifiques admettent aujourd'hui que la vie s'est développée quelque part dans l'univers. Ça, c'est certain. J'étais avec les frères Bogdanov il y a pas si longtemps qui disaient que le processus de la vie, il était universel. Quelle que soit la planète et la galaxie, si les conditions sont réunies, la vie va se développer. Alors après qu'il y a un œil là, un bras, 3 bras, 8 bras, on s'en fout. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que les gens veulent voir des gens qui nous ressemblent. Et c'est là toute la problématique. Mais malgré tout, on commence à avoir donc les exoplanètes, on commence à avoir des scientifiques qui commencent véritablement à admettre une vie probable. Pourquoi aujourd'hui les gouvernants ne disent pas on est susceptible aujourd'hui de vous annoncer qu'il y a une vie ailleurs, parce que j'imagine qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne sait pas, qui doit rester un peu caché. Je sais plus qui disait, il y a deux NASA, il y a une NASA bien sûr pour le grand public, une NASA un peu plus secrète. Pourquoi les gouvernants n'en parlent pas ? Mais pour une raison extrêmement simple que tous vos auditeurs comprennent bien. Quelle est la finalité d'un homme politique ?
c'est d'être réélu. C'est sûr. Et pour être réélu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre aux questions que les gens se posent. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en pleine crise économique, avec le mélange et le brassage de civilisations qui ont un peu du mal à cohabiter les unes avec les autres, est-ce que vous croyez que la finalité, la seule question que se posent les gens, c'est de savoir s'il y a des extraterrestres? Alors vos auditeurs, qui sont des gens ouverts, ont une vision sur l'espace et je trouve ça formidable, mais la plupart des gens, c'est que va faire mon fils quand il aura son bac, comment je vais retrouver du boulot parce que ça y est, je suis au chômage depuis 6 mois. Voilà, c'est ça les questions que se posent les gens. Donc les hommes politiques qui sont confrontés à des Français qui votent pour eux ou contre eux, mais qui leur posent des questions tout à fait concrètes. Quand est-ce que vous allez augmenter les salaires? Quand est-ce que je vais retrouver du boulot? Quand est-ce que vous allez donner du boulot à mon fils ou à ma fille qui est au chômage alors qu'il a son bac ou qu'il a une licence en droit ou je ne sais quoi? Voilà, c'est pour ça que les hommes politiques ne s'intéressent pas aux ovnis. Je veux dire, ils se sont intéressés aux ovnis, les hommes politiques, à partir d'une émission de radio que j'ai faite en 1974, effectivement, sur France Inter. Parce qu'à l'époque, tout marchait bien, c'était pas la crise économique, tout le monde trouvait du boulot, il y avait aucune préoccupation majeure, et les gens ont été passionnés par cette émission, ce qui fait que l'émission que vous faites ce soir est une émission qui sensibilise les gens dans le bon sens du terme, et ils ont posé des questions aux hommes politiques. Les hommes politiques ont fait remonter ça au gouvernement. Le gouvernement a dit, bon, il y a une demande de l'opinion publique, on va dégager quelques crédits pour créer le GEPAN, qui est le Centre d'études des objets volants non identifiés, au sein du Centre national d'études spatiales à Toulouse, et qui existe toujours. Voilà comment le GEPAN, puis qui est devenu le CEPRA, etc., a été créé. C'est quand même assez incroyable ce dossier OVNI parce qu'il suscite beaucoup d'intérêt et on va en parler jusqu'à 22h. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Jean-Claude Bourré est avec moi, célébrissime dans le milieu OVNI, bien sûr pour aussi ses présentations nombreuses de journaux télévisés, mais c'est vrai que vous avez été à un moment donné un peu bousculé. Alors moi, je le suis tous les jours, hein, donc je suis pas inquiet, j'imagine ce que vous avez vécu, puis vous en plus à une plus grande échelle. Pourquoi à un moment donné? Parce que effectivement, vous avez été l'homme qui a porté ce dossier OVNI sur la place publique, et puis à un moment donné, vous avez été chahuté. Là encore une fois, pourquoi on a la sensation? Je regardais, vous savez, j'ai écouté RTL il y a pas longtemps avec Jean-Gabriel Grélé qu'on a reçu ici plusieurs fois, qui vient de sortir un bouquin super, 1942-1954, enquête, la genèse en secret d'État. Oui. Et je l'ai écouté sur RTL et bien sûr tout de suite, dès qu'on parle de ces objets volants non identifiés, qu'on appelle PAN d'ailleurs, phénomène aérien non identifié aujourd'hui. On rigole, il y a des railleries. Pourquoi? Oh, pour une raison simple, c'est que quand quelqu'un se casse la figure dans la rue, la première réaction, généralement, c'est qu'on rigole, parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est quelque chose d'assez relativement traumatisant, et que on a tendance à rire pour évacuer une émotion. Le dossier des ovnis, vous avez dit très justement tout à l'heure que les scientifiques commençaient à s'y intéresser. Mais moi, quand j'ai commencé en 1974, j'avais tous les scientifiques contre moi. Mais être scientifique, ça ne veut rien dire. Être scientifique, c'est avoir suivi une filière scientifique. Vous pouvez être scientifique parce que vous étudiez les mathématiques, parce que vous étudiez la chimie, parce que vous étudiez l'électronique, parce que vous étudiez une matière qui va vous permettre dans son laboratoire de créer des produits nouveaux. Mais ça vous donne aucune compétence particulière pour étudier le dossier des objets volants non identifiés. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez incroyable et qui va faire sans doute bondir vos auditeurs. Moi, quand j'ai commencé à faire une émission à la radio sur les ovnis, j'étais un jeune journaliste, j'avais 26 ans, j'étais sorti major du centre de formation des journalistes, et j'avais à l'époque un directeur du comité scientifique de l'ORTF. À l'époque, c'était l'ORTF. Ouais. L'ORTF est morte le 6 janvier 75, mais à l'époque, c'était en 74, j'avais encore l'ORTF. Et ce monsieur, qui était un grand scientifique, dont l'histoire oubliera fort heureusement le nom, a émis un avis très défavorable, parce que le directeur du programme a dit « Est-ce que Jean-Claude Bourré est autorisé à faire une série d'émissions sur France Inter sur les objets volants non identifiés ?» Alors je suis allé le voir, j'ai dit « Mais pourquoi vous êtes contre ?» Il m'a fait une réponse incroyable, il m'a dit « Oh, parce que j'ai lu un article dans France Soir. France Soir, c'était un grand journal populaire de l'époque, et c'était une histoire incroyable d'un Français qui avait été enlevé par des Martiens et qui avait été obligé de coucher avec une Martienne. »
Mais j'ai dit, mais c'est tout ce que vous savez sur le dossier OVNI, l'article de François. Mais j'ai dit, mais si jamais il y avait une soucoupe volante qui se posait dans votre jardin, qu'est-ce que vous feriez? Il m'a dit, oh, je rentrerai chez moi, ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez cette réponse? Ça ne m'intéresse pas. Alors c'est à partir de là que je me suis rendu compte que il y avait des scientifiques qui avaient aussi des problèmes psychologiques. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, à la place des scientifiques, je comprends pas les scientifiques. Je me dis qu'à un moment donné, quand on est chercheur, c'est pour trouver. On a la sensation qu'ils veulent pas trouver justement. C'est ça qui est dingue. Non, c'est pas qu'ils veulent pas trouver, c'est qu'un scientifique, il est spécialisé dans des données particulières. Par exemple, il va essayer de trouver de nouvelles batteries qui ont une durée de vie très longue, qui se rechargent en quelques minutes, etc. Il s'y connaît énormément en chimie, peut-être en physique quantique, et vous allez le voir en lui disant, mais vous qui avez fait des études supérieures pendant 12 ans, qu'est-ce que vous pensez des ovnis? Il n'a aucune espèce de compétence pour répondre. Il n'a pas plus de compétences que vous, parce que c'est d'abord une enquête de police judiciaire et c'est ensuite une enquête scientifique. Comme je le disais au début de cette émission, il faut d'abord bien poser le problème. Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on est dans un univers où il y a des milliards de galaxies. Et que déjà, les scientifiques, depuis peu de temps, puisque ça remonte à quelques jours pour la dernière estimation, les scientifiques, maintenant qui s'occupent vraiment de la vie extraterrestre, qu'on appelle les exobiologistes, estiment à 60 milliards le nombre de planètes susceptibles d'abriter la vie dans notre seule galaxie. Mais ça peut être 60 milliards, ça peut être 600 milliards, ça peut être 600 000. On s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y en ait une. Bien sûr. Et que sur cette planète éventuellement unique, une forme de vie soit née des milliards d'années avant la nôtre. Et qu'elle ait des capacités de connaissance et de technologie qu'on ne peut même pas imaginer. Ouais. Vous l'aurez compris, il se dit comme chaque soir ici, ce qui ne se dit jamais ailleurs, aussi librement, avec autant d'honnêteté et de sincérité. Jean-Claude Bourré est mon invité pour le dossier OVNI. Dans un instant, on aura Pierre-Michel Candeau, ancien pilote de l'aviation civile. Il a piloté pour Air France, donc on verra son témoignage. On aura également, avant 22h, le témoignage d'un militaire qui a eu une observation assez incroyable. Vous voulez participer à l'émission? Contact @bob-toulavérité.fr. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Merci d'être chaque soir de plus en plus nombreux à me rejoindre entre 21h et minuit. Ici, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur les grands mystères de la vie, de la mort, de la société et de l'univers. Toutes les fréquences de la maison, puisque vous êtes peut-être en partance pour vos vacances, eh bien vous les trouvez sur le site bob-toulavérité.fr. Le dossier OVNI est réouvert ce soir avec Jean-Claude Bourré, ancien présentateur du journal télévisé de TF1, chroniqueur également et animateur de l'émission sur Inter, sur les ovnis. Jean-Claude, vous avez écrit 6 livres sur le sujet, donc vous connaissez bien la question. Est-ce que cette question vous anime toujours autant? Ah, tout à fait, parce que c'est tout le sens de notre vie. La question que tout être humain doit se poser, c'est pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né? Pourquoi je vieillis? Pourquoi je vais mourir? Et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Or, l'étude des objets volants non identifiés, c'est-à-dire de la vie extraterrestre, commence à apporter des réponses à ces questions fondamentales. On sait déjà que nous sommes constitués par des atomes et que ces atomes ont l'âge de l'univers. On sait que chacun de ces atomes est programmé pour s'associer avec d'autres atomes afin de créer des molécules, que les molécules sont programmées pour s'associer à d'autres molécules et créer ce qu'on appelle des chaînes d'acides aminés. Et les chaînes d'acides aminés, ce sont les premières briques de la vie. Donc, partout dans l'univers où les conditions chimiques de la vie sont établies, la vie naît inexorablement. Ce qui fait que les atomes qui nous constituent n'ont pas 10 ans, 15 ans, 50 ans ou 80 ans d'existence, mais des milliards d'années. Puisque les atomes ont été créés au tout début de l'univers, c'est-à-dire il y a pratiquement 14 milliards d'années. Donc les atomes qui constituent votre micro, les atomes qui constituent votre main, vos cheveux, vos dents, eh bien, ils ont l'âge de l'univers. Ils ont pratiquement 14 milliards d'années. Et ces atomes ont constitué, avant, dans un jeu de construction infini, des millions et des millions de vies différentes. Et quand nous mourrons, c'est exactement comme une boîte de Lego. Vous ouvrez une boîte de Lego, petit jeu de construction, vous créez un petit bonhomme, ce petit bonhomme, c'est vous. Et puis, vous démontez le petit bonhomme,
vous le remettez dans la boîte de Lego, et quand vous rouvrez la boîte de Lego, on dit il est où Bob? Eh ben, on le voit pas, mais il est là parce que chacun de ces atomes est intact. Eh bien, la mort et la vie, c'est ça. La vie, c'est la création d'une intelligence en assemblant les petites particules de la boîte de Lego, donc les atomes. Ouais. Et la mort, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on désassocie tous les atomes qui constituent notre corps, et ces atomes vont constituer d'autres vies dans un jeu de construction infini. C'est là encore une fois, moi je trouve ça fantastique et c'est bien dommage d'avoir déjà très peu de médias parce qu'on voit bien actuellement il y a peu de médias qui s'intéressent à tous ces sujets-là. Malgré tout, W9 a fait une émission sur les ovnis il y a quelques temps. Ils ont fait 1 million de téléspectateurs sur une chaîne de la TNT à 20h30. C'est plutôt vachement bien et c'est pour ça que c'est dommage parce que le sujet, même s'il prête à raillerie pour beaucoup, il est quand même ultra fascinant et c'est un peu dommage que justement à chaque fois qu'on en arrive à parler de ce sujet, ça rigole. Quoi qu'il en soit, je voulais que l'on parle des Américains, le jeu des Américains dans ce dossier OVNI. Je propose d'écouter Bill Clinton qui en son temps a été interrogé sur le dossier OVNI, notamment sur Roswell. Et bien là, il dit avoir tenté de savoir, qu'il a enquêté, qu'il n'a obtenu pas grand-chose. Écoutez-le. J'ai essayé de savoir s'il y avait des documents secrets du gouvernement révélant des choses cachées, et si elles l'étaient, elles l'auraient aussi été pour moi. Je n'aurais pas été le premier président à qui on aurait menti, mais bon. Il peut y avoir des personnes assises quelque part qui cachent des secrets, mais si c'est le cas, ils m'ont échappé avec succès, et je suis moi-même presque gêné de vous avouer que j'ai essayé de les trouver. Alors, Bill Clinton, avec son humour, bien sûr, évoque ce dossier OVNI. Et Jean-Claude Bourret, moi, ce que je trouve assez hallucinant avec les Américains, c'est qu'on a la sensation qu'ils donnent un peu, qu'ils reprennent, qu'ils donnent un peu, qu'ils reprennent. Mais je crois qu'on a une vision très naïve du fonctionnement du monde. La vision très naïve, c'est de croire que les chefs d'État sont parfaitement au courant du dossier des ovnis. Vous savez, moi j'ai vécu une aventure assez extraordinaire, en ce sens que quand j'ai écrit l'un de mes livres sur les ovnis, je suis en contact avec des scientifiques dans le monde entier qui s'intéressent à ça, et de plus en plus ouvertement, et on m'avait envoyé une photo de ce que les Américains appellent the Invisible College, c'est-à-dire le collège invisible. Autrement dit, une sorte d'université où des scientifiques de haut niveau, de toute tendance, de tout pays, sont rassemblés parce que eux ont parfaitement compris à travers des enquêtes privées quelle était l'importance du sujet. Eh bien, cette photo que j'ai reçue chez moi à Paris, je l'avais mise dans la perspective de la publication de mon dernier bouquin, je me souviens très bien, sur mon bureau sous une règle en fer pour l'envoyer à l'éditeur. Et quand je suis revenu, à l'époque j'étais présentateur du 20h de TF1, cette photo a disparu. Alors j'ai demandé à ma femme et à ma fille si ils avaient touché ma photo, mais tu sais très bien qu'on touche jamais à ton bureau, à tes affaires. Donc ça m'a quand même perturbé, parce que je dis mais comment une photo sous une règle sur mon bureau chez moi peut disparaître? Et je suis allé voir des gens des services secrets français en leur expliquant ce qui s'était passé. Et eux n'ont pas été du tout surpris, ce qui était très drôle. Ils m'ont dit mais ça c'est certainement un coup des services secrets ou russes ou américains qui ont récupéré ça. J'ai dit mais c'est absurde, pourquoi ils seraient rentrés chez moi alors que j'ai une porte avec une serrure de sécurité, alors qu'il était beaucoup plus simple de fracturer ma boîte aux lettres s'ils savaient que je recevais une lettre des États-Unis. Ah, il me dit mais c'est comme ça qu'ils procèdent. Bon, ok. Bon, ce qui m'a surpris, c'est la réaction de ces services secrets à l'époque, c'était il y a 30 ans, et qui m'avait dit on n'est pas du tout surpris qu'un document très sensible ait été fauché par les services secrets des autres pays, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui en 2013. On découvre, ou on fait semblant de découvrir, que la NSA nous espionne. Mais tout le monde espionne tout le monde. Mais bien sûr, depuis de nombreuses années, il faut pas être dupe. Il n'y a pas plus amis que les services secrets américains et les services secrets israéliens. Ils travaillent vraiment la main dans la main. Et ben ils s'espionnent l'un l'autre, et c'est normal. Parce que les Américains veulent savoir ce qu'il y a dans la tête des dirigeants israéliens, et les dirigeants israéliens veulent savoir ce qu'il y a dans la tête des dirigeants américains. Donc tout le monde espionne tout le monde. Alors à plus forte raison quand il s'agit d'un dossier sensible comme celui des ovnis. Alors,
vous pensez que, vous savez, quand j'entends votre histoire, je me dis, on parle beaucoup ici, alors je sais pas si c'est une légende, on parle beaucoup des Men in Black. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans le monde peut-être un accord ou une police justement sur ces dossiers secrets concernant les ovnis? Est-ce que c'est peut-être eux d'ailleurs qui sont venus récupérer ce document chez vous? Est-ce que vous pensez à ça, vous? Non, je pense pas du tout à ça. D'abord, D'accord. j'ai jamais vu les Men in Black. J'ai beaucoup lu de livres de confrères ou de témoins qui ont parlé des Men in Black, mais j'ai eu un témoignage récent qui m'a un peu troublé parce que c'était une personne tout à fait de confiance, qui m'a raconté une histoire d'atterrissage il y a une trentaine d'années dans la banlieue parisienne avec des traces d'atterrissage. C'était une personne qui avait autorité, j'en dirai pas plus, c'est-à-dire qui était dans la hiérarchie de l'armée. D'accord. Et il y a effectivement, non pas des Men in Black, mais des gens en costume qui sont venus. Les pistes ont été brouillées avec un tracteur et on a intimé l'ordre à tout le monde de dire vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, il n'y a pas eu de trace. Donc bon, j'ai pas eu l'occasion de vérifier cette information en ce sens que je ne suis pas remonté jusqu'au jour à la date où ça s'était produit, essayer de retrouver des témoins. Mais a priori, ce monsieur qui est maintenant à la retraite, mais qui avait des responsabilités importantes, m'a raconté avec beaucoup de conviction quelque chose qui était assez troublant. Cela dit, je ne crois pas du tout aux Men in Black. Je pense que dans tous les pays industrialisés, il y a des services secrets dont le rôle est d'alerter les responsables politiques sur les éventuels problèmes qui se posent, que ce soit l'invasion d'une centrale nucléaire par des écologistes ou que ce soit des histoires d'atterrissage d'ovnis. Et c'est comme ça que le monde entier fonctionne, dans les pays industrialisés en tout cas. Le dossier OVNI ouvert ce soir jusqu'à 22h et vous le savez, ma devise est simple, j'expose et vous disposez. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, Répondez Ado. et Bob vous dit toute la vérité. Jean-Claude Bourré avec moi jusqu'à 22h et Jean-Claude, je voulais qu'on accueille ceux qui sont en première ligne finalement dans le ciel, ce sont les pilotes. Et parmi ces pilotes, un ancien pilote de ligne, Pierre-Michel Candeau. Bonsoir Pierre-Michel. Bonsoir Bob, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Je crois que vous connaissez en plus, hein. Oui, je connais très bien le colonel. Bon, alors Pierre-Michel, on a eu l'occasion de se voir pour l'adaptation télé d'ailleurs de cette émission et tu m'avais raconté un truc, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, donc on va continuer à le faire. Absolument. Pierre-Michel, tu m'as raconté deux observations qui sont assez incroyables parce que, et là ça m'amènera à poser des questions à Jean-Claude, on a beaucoup parlé des ovnis de Tolède-Boulon et puis on voit de plus en plus apparaître des observations qui sont lumineuses, des boules, etc. Et toi, c'est ce que tu as vu, je crois. La première observation, c'était en 75, c'est ça? Oui, en 75, quand j'attendais de rentrer à Air France et que je volais à l'époque pour la Sonatrach qui est la compagnie des pétroles algériens, j'étais basé dans le Sahara, près des puits de gaz à Sirmel, et nous allions chercher notre carburant à Gardaïa, qui est la capitale du Mzab, en plein désert, une belle oasis. Et j'étais parti donc faire du carburant pour mon petit avion de 9 places, qui était un Queen Air à l'époque, de chez Beechcraft. Et j'avais emmené mon épouse avec moi, mon épouse, mon mécanicien, et j'en profitais pour mener... écoute, on a un petit souci technique, Pierre-Michel, on va te rappeler. Je vais me tourner vers Jean-Claude Bourré. Alors, l'observation que Pierre-Michel a eue, alors je sais pas si on l'aura dans quelques secondes, mais elle est pas de Tolède-Boulon, comme on dit, vous savez, parce qu'il y a cette fameuse thèse des ovnis, bien sûr, sous coupe volante, et puis voilà, il y a d'autres observations qui sont des boules lumineuses. On voit que ça a évolué au travers du temps et des années, Jean-Claude. Les observations ont changé. Ah, mais écoutez, le témoignage du colonel là qu'on vient d'entendre à l'instant, enfin qui va revenir quand son téléphone ne sera plus perturbé par les petits hommes en noir ou les petits hommes verts, me rappelle une observation qui m'avait beaucoup marqué, puisque quand j'étais sur TF1, il y avait un journaliste qui s'appelait Jean-Pierre Chapelle, je me souviens, qui avait été le journaliste qui avait fait toutes les observations des tirs Apollo pour la première chaîne de télévision. Et la
première marche sur la Lune en 69, etc. Et il m'avait raconté une histoire que j'avais mis dans un de mes livres d'ailleurs. Il m'avait dit, moi j'étais dans le Sahara pour le premier tir de la bombe atomique française, puisqu'on avait fait ça dans le sud de l'Algérie, et j'étais avec une équipe de commandos de l'armée, et on était ravitaillés par un avion qui devait nous parachuter tous les jours des vivres et de l'eau. Et on avait ce qu'on appelle un ciné-théodolite, c'est-à-dire une caméra avec un puissant téléobjectif pour filmer l'explosion nucléaire, avec des références sur la pellicule, c'est-à-dire la distance, l'azimut, etc. D'accord. Et à un moment donné, quelqu'un dit, tiens, voilà l'avion. Et on voit effectivement un point dans le ciel, comme un avion qui était à 1,5 km ou 2 km. Et puis, au bout d'un moment, on dit, tiens, c'est curieux, il a pas l'air d'avancer, il bouge pas, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, on regarde, on met le ciné-théodolite en marche pour voir l'avion, et puis on se rend compte que c'était pas du tout un avion, c'était un objet volant non identifié, avec une structure métallique qui réfléchissait les rayons du soleil. L'officier qui commandait le petit détachement avec Jean-Pierre Chapelle, qui était là en tant que journaliste, déclenche le ciné-théodolite, c'est-à-dire le film, et puis à un moment donné, l'OVNI démarre et disparaît. Et on a fait une analyse à partir du ciné-théodolite qui tournait à beaucoup plus que 24 images par seconde, il devait tourner à 500 ou 1000 images par seconde pour avoir un ralenti de l'explosion nucléaire. Et là, en l'occurrence, ils filmaient un OVNI. Et quand ils ont développé le film, ils ont fait des mesures et c'était une accélération de 60 G. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèserait par exemple 100 kilos, avec une accélération de 60 G, il pèserait 6 tonnes. Donc il serait écrabouillé. Et quand il y a eu l'explosion nucléaire et Jean-Pierre Chapelle est revenu à Paris, il a demandé à l'armée le film pour le diffuser sur la première chaîne de télévision. Et on lui a dit, monsieur, le film, quel film? Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Comme vous dites. Non mais c'est vrai, parce que c'est ça qui me pousse à chercher, à essayer de comprendre. Alors on a récupéré, je crois, Pierre-Michel Condo. Pierre-Michel. Oui, Bob. Achète-toi un téléphone, hein, Pierre-Michel, je suis désolé. Oui, qu'est-ce que tu veux, hein, tu sais, maintenant à la retraite. Hein. Bon allez, on revient à ce que tu as vu. Oui, donc rapidement, j'étais donc à l'époque en 75, j'attendais de rentrer à Air France et je volais pour une filiale d'Air Algérie dans le Sahara qui faisait les vols de maintenance, les vols des évacuations sanitaires pour la Sonatrach, la compagnie des pétroles algériens. D'accord. J'étais basé dans le sud, dans le Sahara, à Sirmel, le plus gros gisement de gaz algérien, et j'allais faire le carburant de mon avion à Gardaïa, qui était le premier gros aéroport le plus proche, capitale du Mzab, dans le désert. Et un jour, en allant avec mon avion, mon mécanicien et mon épouse, qui était de passage, faire le plein à Gardaïa, j'ai embarqué 6 cadres de la Sonatrach qui revenaient se poser sur notre petite piste en latérite à Sirmel. Ouais. Et j'avais fait le vol, ce qu'on appelle en radada. Il y a prescription, c'est-à-dire à ras du sol pour me faire plaisir. Il y avait 25 minutes de vol, donc on devait être en altitude à quelque chose comme 600, 700 mètres. D'accord. Altitude. Et sur la gauche de l'appareil, et je l'ai montré à tout le monde, j'ai vu comme un objet ayant la forme et le diamètre apparent d'un astre de couleur jaune-gris, un petit peu comme une lune, sauf que évidemment la lune se lève effectivement pendant la journée, mais elle a un déplacement tout à fait constant. Là, cet objet non identifié que j'ai vu donc à mon horizon apparent, donc je suis incapable de dire à quelle distance, est monté grosso modo à une main au-dessus de l'horizon et resté en stationnaire suffisamment longtemps pour que les 9 personnes que nous étions dans l'avion le voient. Et ensuite est parti vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse qui était incompatible avec la technologie de l'époque.
Alors ça, c'est ce qui revient souvent, hein, Jean-Claude également. C'est-à-dire que aujourd'hui, même Jack Crean, qui a eu une observation alors qu'il était à plus de Mach 1, dit que les objets qui dépassent les supersoniques aujourd'hui n'existent pas. Enfin, et puis l'homme ne pourrait pas supporter, comme vous le disiez tout à l'heure, la puissance et la force des jets. Hein. Oui, alors le témoignage de mon ami colonel à l'instant me rappelle un autre témoignage que j'avais publié d'ailleurs dans un de mes livres qui s'appelle OVNI, l'armée parle. Alors je peux les citer sans forfanterie puisque ils sont plus en vente dans les librairies, on ne les trouve que d'occasion sur le web. Donc je suis très cool pour dire ça. Et j'avais obtenu du ministre des Armées de l'époque l'autorisation de publier les rapports secrets ou secret défense concernant les ovnis. Et j'avais été stupéfait de découvrir qu'il y avait un pilote de chasse sur Mirage 4, équipé de la bombe atomique, qui était en approche de la base militaire de Luxeuil, qui existe toujours, et qui avait vu avec son copilote, avec son navigateur, il avait vu un ovni. Alors l'ovni venait face à lui, il a cru d'abord que c'était le phare d'atterrissage d'un avion civil, et puis l'ovni s'est mis à suivre son avion sur la droite, il passait instantanément de droite à gauche, il n'était pas détecté par le radar militaire au sol, et il avait le sentiment que l'intelligence qui était à l'intérieur de cette chose communiquait avec lui par transmission de pensée, c'est ce qu'il m'a dit, en disant j'avais le sentiment qu'il nous disait en gros n'ayez pas peur, on ne veut pas être agressif, mais vous avec vos vieilles pétoires là, vos vieux Mirage 4, vous n'avez évidemment vous n'êtes pas de taille à vous mesurer contre nous. Et ça me rappelle une autre enquête que j'avais faite, c'était au temps où en Iran il y avait le Shah d'Iran et il y avait des bases américaines où il y a un ovni qui a survolé la capitale, Téhéran. On a envoyé un pilote de chasse avec, je ne me souviens plus quel était le type de l'appareil, il faut que je fasse attention parce que le colonel va me ramasser. Et enfin, c'était un chasseur américain, je ne me souviens plus du type, enfin on s'en fiche un peu. Et quand il s'est approché de l'ovni qui était pratiquement au-dessus de Téhéran, et qu'on lui a donné l'ordre d'armer son système d'armes, le système d'armes a été instantanément neutralisé. C'est-à-dire qu'il pouvait encore voler, il avait son badin, il avait son altimètre, etc. Mais tout son système d'armes avait été neutralisé. Et puis l'OVNI est parti à toute vitesse. Donc, vous voyez, on est face à quelque chose qui manifestement sait comment on fonctionne, nous transcende, nous domine, nous écrase, avec sans doute des milliers ou des millions d'années d'avance par rapport à nous. Et nous, on est en train de se demander pourquoi le président de la République ne demande pas aux extraterrestres d'atterrir dans la cour de l'Élysée. Alors vous restez avec nous, Jean-Claude Bourret, Pierre-Michel Condo également pour la suite de cette émission. On va parler dans un instant de ces ovnis qui nous intéressent, qui nous fascinent. On parlera également de l'armée face à ces survols en toute impunité de notre ciel, en tout cas de notre France, de notre terre, par ces objets volants non identifiés. Vous restez avec moi, vous voulez bien sûr participer, vous pouvez le faire, contact@bob-toutelavérité.fr. Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Après avoir rempli le frigidaire, fait les courses, arrosé les plantes et mis de l'argent à la banque, on est ravis de vous retrouver. Si vous arrivez pour la première fois, on vous a peut-être parlé de moi au bureau, à la salle de sport, à la cafétéria, au travail. Bienvenue, merci. Attention, je préfère vous mettre en garde, il se dit ici, ce qui n'a jamais été dit ailleurs, aussi librement, avec autant d'honnêteté et de sincérité. Mon nom est Bob et je vous dis tous les soirs entre 21h et minuit toute la vérité. Et si vous m'écoutez une fois, sachez-le, vous m'écouterez 1000 fois. Ce sera l'occasion en tout cas de vérifier mes dires dans une poignée de secondes quand je reviendrai vers Jean-Claude Bourret, puisqu'on va évoquer à nouveau ce dossier OVNI. Je voudrais juste vous annoncer que on va ce soir évoquer également les lieux et maisons hantées de France. Oui. Ce sera avec Gaëtan Delbar qui est un spécialiste. Jean-Claude Bourret. Donc on vous retrouve, ancien présentateur du journal télévisé. Les gens qui comme moi ont 48 ans ont été accompagnés dans leur jeunesse par vos journaux télévisés. On a beaucoup appris en vous regardant et puis on a également beaucoup appris concernant ce dossier OVNI, car vous avez eu le courage, et il en fallait, de mettre ce dossier sur la table à l'époque. Pierre-Michel Condo est également avec moi, ancien pilote de l'aviation civile. Pierre-Michel, tu as eu 2 observations toi dans ta vie, hein? Oui, deux et qui ne sont pas matérialisées
sous forme de soucoupe ou de vaisseau volant. Hein. Ce sont des objets volants non identifiés, vraiment. Donc ça, Jean-Claude, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas parce que finalement, quand on voit que les objets ou les phénomènes, en tout cas, que l'on voit, il y a eu une période Foo Fighter, il y a eu une période secoupe volante, il y a eu les gros vaisseaux, et on aura d'ailleurs Olivier qui veut témoigner tout à l'heure, un ancien militaire qui a vu quelque chose d'assez incroyable. On voit que les observations, elles bougent. On est face à quelque chose d'assez incroyable. Vous parliez en tout début d'émission de quelque chose de très intéressant. Vous me disiez, s'il faut, ils sont à côté de nous, ils ne se montrent pas. Il y a une technologie qui est juste hallucinante. On parle beaucoup de plans vibratoires différents, vous savez, de fréquences différentes sur lesquelles on pourrait vivre nous et puis vivre eux finalement. Est-ce que vous y pensez à ça? Vous pensez que justement on est peut-être peut-être les fourmis de ces gens-là? Oui, alors évidemment, c'est une image traditionnelle. Quand je faisais des conférences sur les objets volants non identifiés, et je continue à en faire quelques-unes pour des œuvres sociales, pour faire entrer un peu de sous dans la caisse par exemple, des enfants cancéreux du centre Léon Bérard à Lyon, des choses comme ça. Okay. Je racontais l'anecdote suivante, parce que la question que se posent les gens, et vous l'avez très bien fait, est une question classique. C'est, mais s'ils existent, ils sont intelligents, pourquoi ils prennent pas contact avec nous, les humains, qui sommes tellement intelligents et tellement des gens formidables, puisque on voit bien qu'il n'y a plus du tout de violence sur la planète Terre. On voit bien que aucune religion ne va tuer l'autre. On voit bien qu'il y a personne qui ne meurt de faim, etc. Donc on est une civilisation tellement formidable qu'on comprend pas qu'ils prennent pas contact avec nous. Je disais, imaginez la nuit un escargot qui arrive sur le bord d'une autoroute. Il pleut. Donc il a sorti ses cornes, il monte le long d'un piquet qui tient une glissière de sécurité, et puis il arrive en haut de ce petit poteau, et puis avec ses yeux, là, au bout de ces sortes d'antennes, il regarde et il voit passer à 140 à l'heure des voitures, des camions. Il voit les feux rouges. Est-ce que vous pensez que cet escargot comprend ce que c'est qu'un conducteur? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il comprend ce que c'est qu'un moteur à essence ou un moteur diesel? Est-ce que vous pensez qu'il comprend ce que c'est qu'une carte de crédit? Est-ce que vous pensez qu'il comprend ce que c'est qu'un distributeur automatique de billets avec la nécessité de faire un code pour retirer de l'argent? Est-ce que vous pensez qu'il comprend ce que c'est que de l'argent? Eh ben, nous, on est peut-être les escargots d'une autre civilisation. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que l'image, elle est assez simple et elle est très, très, très compréhensible. On est fatalement les escargots de quelqu'un. Et quand on voit l'immensité de l'univers, on est en droit de se poser cette véritable question. Alors, je voulais, Jean-Claude, que l'on évoque l'armée dans une poignée de secondes et l'impuissance face à cela. Pierre-Michel, avant d'évoquer cette armée, vous voyez, qui est complètement impuissante face à ce qui survole notre planète. À l'époque, Pierre, tu devais en faire rapport de ces observations que tu as eues auprès de tes dirigeants, de tes chefs. Alors moi, pendant mon bref passage dans l'armée, je n'ai pas eu de cas de phénomène extraterrestre. Je ne l'ai eu que pendant ma carrière civile. Alors dans ma carrière civile, tu sais, qui a été très riche, très variée. Ouais. Dans mon passage à Air France, où j'ai fait une trentaine d'années, nous avons très très peu parlé entre pilotes de ces phénomènes, et nous n'avions aucune consigne, ni écrite ni verbale, pour taire ou parler de ces phénomènes. Ouais, donc, il y avait aucune chape là-dessus. Voilà. Bon, j'imagine que parmi tes collègues pilotes, tu en as eu qui t'ont raconté avoir vu des choses assez incroyables. Ben écoute, bon, il y a évidemment Jacques Crine, mais tu sais, il doit y en avoir énormément. Alors, il y a eu beaucoup, Jean-Claude pourra te le dire, il y a beaucoup de phénomènes qui sont expliqués, si tu veux, et ça m'est arrivé à moi aussi. Des vols même à haute altitude où tu peux voir des phares de voitures qui circulent dans les montagnes. Donc, oui, il y a beaucoup de phénomènes, hein, si tu veux, phénomènes naturels qui peuvent expliquer ça. Mais pour terminer
terminé avec ma deuxième expérience dans le Sahara. Donc j'ai eu une deuxième expérience du même type, et cette fois-ci c'était la nuit, et c'était un phénomène lumineux qui, pareil, est monté de l'horizon apparent et resté en stationnaire et ensuite parti avec une vitesse encore incompatible avec la technologie de l'époque. Et j'ai évidemment demandé au radar algérien qui se trouvait à Ouargla s'ils avaient des appareils signalés. Évidemment non. Et donc, si tu veux, ça a été deux phénomènes dans ma carrière, mais j'imagine que les collègues et les gens au sol, surtout les gens au sol, ont dû en voir des milliers, pour ne pas dire des millions. Et Jean-Claude pourra te le confirmer. Je n'ai pas lu ton bouquin, Jean-Claude, mais dès que possible, je le lirai. Bon. Bah écoute, en tout cas, merci Pierre-Michel d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir livré ces témoignages, et puis à très bientôt. L'application POP vous dit toute la vérité est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android. On aura dans les minutes qui viennent Olivier, un ancien militaire qui lui a fait également une observation assez incroyable. Jean-Claude Bourret, donc puisque on va avoir Olivier qui est un ancien militaire, l'armée finalement, vous avez été en contact avec elle, on l'appelle la grande muette. Est-ce qu'elle n'est pas un peu muette justement sur ce dossier, parce que on voit bien qu'elle est complètement impuissante face à ce phénomène. Alors soit, comme certains disent, elle a passé un deal avec ses extraterrestres. On a beaucoup parlé de cette éventualité du côté des Américains, ou soit elle est complètement, mais alors impuissante, quoi, et elle n'ose pas en parler. Elle se dit je dois surveiller le ciel de mon pays, et finalement j'y arrive pas. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Le but de l'armée, c'est de protéger le territoire national. Protéger le territoire national, ça veut dire évaluer les attaques potentielles qui peuvent être faites par des ennemis. L'hypothèse extraterrestre est une hypothèse que l'on étudie et que l'on a étudiée dans certains états-majors, puisqu'il y a le fameux rapport Cometa, qui est d'ailleurs à la disposition de tous vos auditeurs. Il suffit de taper rapport OVNI Cometa, ils vont pouvoir le télécharger gratuitement. C'est un rapport de 110 ou 115 pages qui a été fait en l'an 2000, qui a été remis à l'époque au président Chirac et au Premier ministre, Monsieur Jospin, et dans lequel on dit clairement que l'hypothèse extraterrestre est la seule hypothèse en l'état actuel des connaissanses qui permet de rendre compte de toutes les observations qui ont été faites depuis des milliers d'années, parce que ça remonte pas à 10, 20 ou 50 ans. Si vous avez une Bible, vous lisez le livre du prophète Ézéchiel et vous allez voir un cas d'OVNI qui remonte à 2000 ans. Donc, l'armée, elle étudie ça de façon ponctuelle, de façon pointilliste, parce que c'est pas sa préoccupation majeure. La préoccupation majeure, c'est pas les objets volants non identifiés, puisqu'ils n'ont jamais attaqué aucun pays, ils n'ont jamais détruit, à notre connaissance en tout cas, aucun avion, aucun blindé, aucune caserne, aucune capitale. Ils se promènent impunément parmi nous, et peut-être qu'ils nous observent, peut-être qu'ils rigolent bien en écoutant cette émission, je ne sais pas, mais a priori, c'est pas un danger. Mais il y a pas longtemps, je crois que c'était en 2006 ou 2007, il y a eu un groupe de 16 scientifiques qui ont lancé une nouvelle mise en garde au gouvernement en disant principe de précaution, puisqu'à l'époque on parlait beaucoup du principe de précaution qui a d'ailleurs été mis dans la Constitution. Principe de précaution, nous devrions quand même imaginer que nous sommes attaqués par une civilisation extraterrestre. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Si on est attaqué par une civilisation venue d'ailleurs, on ne pourra rien faire. C'est exactement comme si, avec une brigade de blindés, on attaquait les pygmées de la forêt amazonienne. Ils ne pourraient rien faire avec leurs petits arcs et leurs petites flèches. Donc voilà, on est à la merci de peut-être de lois universelles cosmiques qui veulent que lorsqu'une civilisation découvre une civilisation primitive, et nous sommes une civilisation évidemment primitive, puisque la civilisation vient à peine de naître. Je rappelle que notre planète a 4 milliards et demi d'années, que l'univers a un peu moins de 14 milliards d'années, que la vie sur Terre est née il y a un peu plus d'1 milliard d'années, mais sous forme de paramécie ou de microbes, et que l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui parle au micro de cette sympathique radio ce soir et votre serviteur, ça remonte à 2 ou 3 millions d'années à tout casser. 2 ou 3 millions d'années sur 14 milliards d'années. Il y a une image que je trouve très fascinante, c'est que si vous imaginez une horloge qui fait 24 heures, au lieu d'avoir un cadran qui tourne sur 12 heures,
vous imaginez un cadran qui fait 24 heures. Eh bien, la vie sur Terre est née à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. Voilà, ça c'est clair. Alors, vous parliez quand même d'une non-attaque. On n'a jamais vu des extraterrestres attaquer. On a eu un cas, c'était Colares. Alors, je ne sais pas si j'imagine que vous avez étudié ce dossier. Ça a été quand même assez violent, parce que là, on rapporte des gens qui ont été tirés comme si c'était des lapins, quoi. Oui, puis vous avez le cas de ce fameux avion de chasse Mustang qui est parti à la poursuite d'un objet volant non identifié au-dessus des États-Unis, et puis il a dit je m'en approche, et il a explosé en vol. Donc il y a 2 ou 3 cas comme ça dans le monde où on a des doutes, on ne sait pas si c'est le pilote qui est complètement affolé parce qu'il voyait a fait une faute de pilotage, ou si c'est l'éventuelle civilisation venue d'ailleurs qui a neutralisé un appareil d'attaque. Mais c'est rarissime. Dans 99,9% des cas, les apparitions d'OVNI sont pacifiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on a fait une émission avec Thibaut Canuti et justement sur les ovnis et les sectes, parce que alors là aussi, on a beaucoup de gens qui emmènent d'autres personnes sur le côté un peu New Age, hein, des extraterrestres. Et Steven Greer, j'imagine que vous connaissez Steven Greer, qui vient de nous offrir Sirius d'ailleurs. J'ai reçu un mail hier, il sera le 25 juillet à Londres pour présenter en avant-première son film Sirius. Alors on l'aime ou on l'aime pas, quoi qu'il en soit. Il a basculé, il y a beaucoup de gens qui ont basculé dans le côté New Age, hein, dans ce dossier OVNI, Jean-Claude. Oui, parce que nous sommes face à quelque chose dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, sauf sur votre radio ce soir, et je trouve ça excellent, parce qu'il faut ouvrir un peu des perspectives cosmiques aux êtres qui ont une intelligence sur la planète Terre. La finalité de la vie, c'est pas une augmentation, c'est pas seulement, en tout cas, une augmentation du SMIC de 1,9%, ou la retraite à 60 ans, ou le mariage pour tous. C'est aussi de comprendre le sens de sa vie et de comprendre que dans l'univers, non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que la vie est un phénomène tout à fait banal et qu'il y a sans doute des millions ou des milliards de planètes sur lesquelles des vies beaucoup plus avancées que la nôtre existent. Alors, c'est évidemment très perturbant. Quand vous n'êtes pas très équilibré les pieds sur terre, vous pouvez basculer dans une sorte de folie cosmique et c'est l'existence des sectes. On a même vu des choses extrêmement graves puisque il y a eu des gourous qui ont fait tuer leurs adeptes dans des conditions qui restent encore mystérieuses, et y compris en France. Ouais, ça fait très peur. Donc c'est pour ça que je dis toujours à tous les gens qui nous écoutent, encore une fois, prenez du recul, ne vous laissez pas embarquer n'importe comment. Alors, on parle de l'armée, Jean-Claude, il y a des militaires qui ont vu des choses. Olivier fait partie de cela. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Enchanté. Donc ancien militaire, et lorsque vous étiez militaire, vous avez fait une observation assez déroutante. Tout à fait. C'était quand et où ? Alors j'ai été, pour tout vous dire, j'ai été témoin de plusieurs phénomènes, trois en tout. Et le premier phénomène, ça s'est passé en 1990, en novembre plus précisément, et ça s'est passé lorsque j'effectuais des manœuvres avec ma section sur le camp de Calius, dans le sud de la France. Et alors, nous étions de garde sur un campement, nous avions dressé des tentes pour la nuit, et nous étions 3 à discuter près du campement. Et à un moment donné, il faisait nuit, alors il était peut-être, je sais pas, au mois de novembre, peut-être 22h, 22h30. Et nous avons vu passer un objet au-dessus de notre tête. Alors, c'était immense. Ça flottait dans l'air, hein, ça passait doucement, c'était d'une envergure incroyable, hein, rien à ma connaissance que l'homme puisse faire voler. On aurait dit presque une cité, hein, qui flottait dans l'air. Ça passait tout doucement au-dessus de nos têtes. Il n'y avait pas de bruit de moteur, en fait. C'était conique sur les côtés, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs rangées de lumière qui clignotaient. Et ça continuait comme ça pendant un moment, et en bout de course, en fait, ça a disparu, ça s'est éclipsé sans comprendre comment, quoi. À très grande vitesse, ça s'est éclipsé, quoi. Vous étiez nombreux à vivre cette observation ? Alors, nous étions 3. Ah oui, d'accord.
Et à ce moment-là, on s'est regardé et puis on a compris. On s'est juste dit, tu as vu ce que j'ai vu et oui, les autres ont affirmé que voilà, on avait vu tous les trois la même chose, quoi. Et en c'était fait, incroyable. À ce moment-là, vous êtes dit, oui, ça y est, je sais, ça existe maintenant. Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, ça a été une révélation. On s'est dit voilà, c'est devant Dieu. C'est quand même assez déroutant. Et c'était immense. C'était quoi, un stade de foot? Ah oui, c'était. Pardon? C'était genre stade de foot. Oui, c'était immense. Vraiment, c'était immense. On peut dire que ça avait l'ampleur d'un stade de foot, facilement. C'était vraiment immense. Et il n'y avait pas de bruit en fait. On a l'impression que ça flottait dans l'air. C'est passé tout doucement au-dessus de nos têtes. Et c'était vraiment immense, incroyable, quoi. Une cité flottante, quoi. Et là, c'était la première observation, celle-ci. Alors ça, c'est la première observation. Et après, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, région parisienne, j'ai été témoin d'un phénomène aussi dans le ciel. Alors là, j'étais avec un collègue de travail. Ouais. Et puis, nous avons vu des boules de feu qui se suivaient les unes les autres. Il y en avait peut-être une quinzaine. Et pareil, ça circulait sans bruit dans le ciel. On les a observés au moins pendant 5 bonnes minutes. Et ça a disparu dans le ciel au bout d'un moment. Alors moi c'est pareil, j'ai regardé mon collègue. Alors mon collègue était plus cartésien et je pense que là on pourrait ouvrir aussi un débat parce que l'homme cherche toujours à expliquer ce qu'il ne comprend pas et à ce moment-là, enfin ce soir-là en tout cas, mon collègue a tenté d'expliquer le phénomène en me disant que c'était sans doute Météo France qui lâchait des ballons comme ça avec des boules de feu dans l'air, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, l'homme à mon sens cherche toujours à expliquer ce qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, quand vous regardez dans la vie au quotidien, quand vous discutez avec quelqu'un, on cherche toujours à tout expliquer et c'est rare quand les personnes vous disent simplement je ne sais pas, alors qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir, quoi. Enfin voilà, ça c'est mon opinion. Donc ça c'était le deuxième phénomène en fait. Et j'ai revu la même chose avec mon épouse peu de temps après dans la même région et on a pu constater exactement le même phénomène dans l'air, des boules de feu qui se suivaient et qui ont disparu au bout d'un moment. Voilà. Alors vous qui avez été militaire, à l'époque où vous voyez ce gros vaisseau, ça me fait penser à la vague du 5 novembre 90, Jean-Claude, où on a vu beaucoup d'objets de cette envergure-là. Jean-Gabriel Grélé également, ancien pilote à l'US Air Force, a vu ça aussi alors qu'il n'était pas en vol, qu'il était au sol. Il a vu ces objets immenses croisés au-dessus de la France. Ça, c'est quand même assez énormissime, c'est-à-dire qu'on a la sensation d'être dans la guerre des étoiles. C'est un peu ça, Olivier, c'était la guerre des étoiles quand vous avez vu ça. Complètement, ça y ressemblait. Est-ce que vous en avez parlé aux autorités compétentes? Non, du tout. Ah, pourquoi? Non, du tout. Parce que la crainte de n'être pas compris, qu'on puisse douter de notre parole, peut-être, je sais pas. Faut dire qu'à l'époque j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Ouais. Donc voilà. Là encore, Jean-Claude Bourret, on voit que beaucoup de gens vivent des choses parce que mine de rien, là, Olivier, ça remet tout en question. C'est-à-dire que quand vous voyez ça vous perturbe. Jean-Claude, ça c'est une constante aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'en reviennent pas. Alors, tous se sont obligés de parler. C'est pour ça que moi je trouve que les témoignages sont quand même assez intéressants parce que quel est l'intérêt d'aller parler quand même et de déclarer ce qu'on a vu, sachant qu'on va être pris la plupart du temps pour un fou. Donc, mais ça bouleverse quand même un homme. Oui, je vais vous raconter une histoire qui me revient en mémoire en écoutant ce témoignage de ce militaire qui était très clair. Je fais une émission pour Radio Monte Carlo. Nous sommes en 1994 ou 95. Ouais. Je suis à Brive-la-Gaillarde. Donc une émission l'après-midi où on parlait des festivals de l'été, etc. Et puis l'émission se déroule bien, il y a 200 personnes qui regardent ça derrière des barrières que la police municipale avait mises autour de mon micro et de mes invités. Et puis à la fin de l'émission, il y a un monsieur qui m'appelle et dit « Monsieur Bourret, est-ce que je peux vous parler ?» Alors c'était un monsieur très bien qui avait 65-70 ans, en costume cravate avec la Légion d'honneur. Alors je lui dis mais certainement. Il me dit mais je voudrais vous parler vraiment en tête à tête. Alors je dis bon on va se mettre un peu à côté. Il me dit voilà, je suis le docteur Untel. J'ai été médecin à Brive-la-Gaillarde pendant près de 40 ans.
Et je vais vous raconter une histoire que personne ne connaît sauf ma mère et moi. Alors vous savez quoi, Jean-Claude, on est obligé de marquer une petite pause et vous allez continuer à la raconter juste après ça. OVNI. Phénomènes paranormaux. Société secrète. Mystère des pyramides. Complot d'État. Big Brother. Témoignages. Révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Et on nous dit pas tout, pas forcément tout sur le dossier OVNI. Jean-Claude Bourret est mon invité, Olivier également militaire qui a été témoin d'observation. Alors Jean-Claude, vous étiez donc à Brive-la-Gaillarde et tout d'un coup vous avez un monsieur ancien médecin qui vient vous parler. Oui, alors il m'a dit, moi quand je suis arrivé à Brive-la-Gaillarde je sais plus quelle année c'était, je crois que c'était 1954 ou 57, peu importe, j'ai acheté une voiture. Il m'a dit, j'étais très fier parce que c'était mon premier poste de médecin, je pensais que j'allais aller dans d'autres villes, mais finalement je suis resté là-bas. Et j'ai acheté une 4 chevaux. Ouais. Première voiture neuve. Ma mère me téléphone en disant, est-ce que tu peux venir me chercher demain matin pour aller au marché de Brive-la-Gaillarde, comme aurait chanté Brassens. Et j'ai dit, pas de problème, maman, j'ai pas de visite demain matin, je viens te chercher. Donc c'était au mois de juin, il faisait beau. Et je vais chercher ma mère qui a une petite villa à une dizaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde. On revient en traversant la forêt et en passant par la route départementale. Il me donne le numéro, je m'en souviens plus, mais ça n'a pas d'importance. Et puis d'un seul coup, alors qu'on traverse cette forêt qui fait beau, que la route est quand même éclairée par la trouée entre les arbres, ma voiture s'arrête. Le moteur, plus rien, plus d'électricité, plus de témoins au tableau de bord. Alors je me gare sur le bord de la route avec ma lancée. Ma mère me dit, mais t'as mis de l'essence? Je dis oui. Alors je descends, j'ouvre le capot à l'arrière pour voir s'il n'y avait pas un fil de bougie qui s'était déconnecté. Je vois que tout est normal. Je referme le capot et puis je remonte dans ma voiture et je vois que ma mère, au lieu de me regarder, elle regardait sur la droite de la voiture, les yeux exorbités. Alors, je regarde ce qu'il regarde et je vois à 30 mètres dans la forêt, dans une espèce de petite clairière, un objet volant non identifié qui était posé avec deux petits bonhommes qui rentraient dans une sorte de porte qui était dans l'engin. Et il me dit, et c'est le témoignage d'Olivier qui m'y fait penser, il me dit, alors c'est extraordinaire parce que je m'intéressais absolument pas aux ovnis ou autres soucoupes volantes, surtout à l'époque, mais quand on a vu ça, instantanément, on comprend ce que c'est. Et instantanément, on comprend que ça vient d'ailleurs. Que c'est pas une arme secrète russe ou américaine ou chinoise. Et donc, les deux petits bonhommes sont montés, l'OVNI a décollé sans bruit. Les voyants se sont allumés sur ma 4 chevaux. J'ai donné un tour de clé, le moteur est reparti. Et quand on est arrivé, on n'a pas dit un mot, on n'a pas échangé un mot avec ma mère. Quand on est arrivé à l'entrée de Brive, eh bien, ma mère m'a dit, n'en parle à personne, qu'on te prendrait pour un fou et tu n'aurais plus de clientèle. Il m'a dit, vous êtes la première personne à qui j'en parle depuis 40 ans. Incroyable, parce que c'est vrai que des témoignages comme celui de ce monsieur, il y en a, et lui a osé parler, d'autres n'osent pas parler. Et alors moi, il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est pourquoi viennent-ils nous voir? C'est assez dingue. Beaucoup de gens disent le système de la Terre avec les émotions, etc. Donc on peut tout imaginer, mais la première question, c'est pourquoi viennent-ils nous voir? Vous êtes posé cette question, Jean-Claude? Évidemment, et moi j'ai une hypothèse. Moi je pense que de la même façon que au niveau de la planète Terre, il y a des lois maintenant universelles avec un gouvernement à l'Organisation des Nations Unies, avec des interventions militaires, des casques bleus, etc., pour essayer de créer une sorte de morale universelle, en tout cas sur la planète Terre. Je pense qu'il y a une morale cosmique et que quand on atteint un certain degré de développement d'une civilisation et que la civilisation d'une planète est suffisamment avancée technologiquement pour aller visiter d'autres planètes dans la galaxie, peut-être même dans d'autres galaxies, on ne sait jamais, même si aujourd'hui pour nous ça nous paraît complètement fou sur le plan scientifique, eh bien il y a une morale à respecter. Et je pense que l'une de ces règles morales, c'est d'observer les nations qui sont en cours d'évolution, comme c'est le cas de la nôtre, qui a encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à un niveau technologique qui s'approcherait de celui des planètes les moins intelligentes qui viennent nous visiter, et que de la même façon que nous allons en Afrique, par exemple, visiter
des zones où il y a des réserves de lions, de girafes, etc., et que évidemment on ne tire pas dessus, mais on se contente de les observer. Peut-être que de la même façon, la règle universelle, c'est de ne pas perturber notre développement, parce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être déjà abordé lors de vos précédentes émissions, mais s'il y avait un contact, imaginons qu'il y a un contact, ils atterrissent dans la cour de l'Élysée, ils disent bonjour, on voudrait parler au président Hollande et à Madame Trierweiler. Bon, très bien, ils se posent. Et puis, ils discutent. Ils disent, attendez, vous avez des petites maladies comme le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, mais voilà, une pilule, vous la donnez à tous ceux qui ont ça, ils sont instantanément guéris. Ouais. Ensuite, ils vous disent comment, il y a 83% de réussite au bac, mais qu'est-ce que c'est que le bac? Vous envoyez vos enfants dans ce que vous appelez une école ou un lycée de l'âge de 3 ans à l'âge de 28 ans, mais on les fait asseoir sur cette chaise, on leur met le petit casque que voici, et en 5 secondes, ils connaissent tout de l'univers. Ouais. Donc les universités, les écoles, les lycées, les maternelles, tout ça, ça disparaît. Ils disent, vous avez des petites maladies diverses et variées, et ben donc avec cette pilule, vous guérissez tout. Plus de médecins, plus d'hôpitaux, plus d'infirmières, plus de pharmacies. Donc tout est remis en question. Les conséquences sont colossales. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que... Et puis surtout, ils vous disent comment. Alors, vous, dans l'Occident, vous avez les juifs, les chrétiens, les musulmans, qui se tirent un peu la bourre, si vous me permettez l'expression. Oui. Et quelquefois, ça va jusqu'à des affrontements sanglants. Voir ce qui se passe en Égypte en ce moment. Eh bien, voilà, on va vous dire qui est Dieu. Eh bien, Dieu n'existe pas et c'est une intelligence qu'on va appeler alpha. Voilà comment cette intelligence a créé l'univers, etc. Donc, arrêtez d'aller dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, parce que tout ça est ridicule. Alors, vous avez tous les rabbins, tous les évêques, tous les imams qui n'ont plus de raison d'être. Ouais. Vous voyez un peu la révolution que ça peut être. Vous imaginez? Ça remet en fait en cause tous les dogmes qu'on nous a imposés depuis des milliers d'années. Mais bien sûr. Ouais. Et pourquoi les gens vous faisiez justement référence aux sectes? Pourquoi les gens vont dans des sectes? Pourquoi les gens sont dans des religions? Parce que inconsciemment, ils ont besoin de répondre à la question: pourquoi je suis sur Terre? Qui a créé l'univers? Qui a créé ma vie? Quel est le sens de ma vie? Etc. Jean-Claude Bourré, je vous garde pendant quelques minutes encore. J'aimerais vous poser quelques questions. L'application POP vous dit toute la vérité est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android. On aura, du côté de 22h15-16, l'occasion de recevoir Gaëtan Delbar pour évoquer les lieux et maisons hantées de France. À la veille de vos vacances, peut-être allez-vous choisir ces endroits pour, un peu de magie. Jean-Claude Bourré, le dossier OVNI est ouvert ce soir. Est-ce que, vous savez, on parle de... Olivier, tout à l'heure, l'ancien militaire, parlait de boules de feu, de choses comme ça. Moi, il y a un film que je trouve assez extraordinaire, même s'il a un peu vieilli. Je l'ai montré encore à mes gosses qui sont des grands ados il y a pas si longtemps. C'est Rencontre du troisième type. On a la sensation aujourd'hui qu'Hollywood, le cinéma, est là peut-être pour une certaine divulgation, ou en tout cas pour expliquer au monde peut-être ce qui va se passer. Est-ce que vous avez imaginé ça, vous ? Alors, vous faites allusion au film Rencontre rapprochée du troisième type. Moi, j'ai été très surpris parce qu'à l'époque, j'étais rédacteur en chef de TF1 et présentateur du 20h. Et la grande société américaine qui avait produit le film m'a contacté pour que je fasse la traduction en français de la version américaine, et notamment de tous les dialogues techniques. Donc je vous le dis parce que c'est une petite anecdote. Alors, en ce qui concerne maintenant les films, pour moi, l'un des meilleurs films qui existent, c'est un vieux film qui date de 1950, je crois, qui s'appelle La Guerre des Mondes, parce qu'il y a Spielberg qui a fait La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, il y a quelques années, mais qui est nullissime. En revanche, le premier film qu'on trouve partout, y compris sur le web d'occasion, qui s'appelle La Guerre des Mondes et qui date des années 50, est un film remarquable, même s'il a été fait avec des moyens de trucage électronique qui étaient relativement limités, mais il a le mérite de bien poser le problème. Parce que tout à l'heure, vous avez pertinemment posé la question: que fait l'armée? Et ben là, on voit ce qu'elle serait capable de faire, l'armée, face à des extraterrestres qui auraient, comme nous l'avons toujours été lorsqu'on est une civilisation dite évoluée par rapport à une civilisation dite plus primitive, et qui aurait la volonté de nous coloniser, voire même de nous détruire pour prendre la planète Terre. Parce que heureusement qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous, parce que nous, les Européens, on est allés à la conquête du monde entier, étant persuadés que on était les meilleurs, les plus intelligents, les plus beaux, et en tout cas les plus forts. On y est allé avec des canons, avec des fusils, on a colonisé l'Afrique, on a colonisé les Indiens,
du Nord, du Sud, les hindous, etc. Si une civilisation extraterrestre, avec sa puissance de frappe et sa force de frappe, faisait la même chose, il y a longtemps qu'on serait plus là pour faire une émission de radio. On aurait été détruit, pulvérisé. Est-ce que vous pensez, parce que ce sera ma dernière question, vous savez, on a beaucoup d'observations d'objets volants non identifiés au-dessus de sites nucléaires. Est-ce que là encore une fois, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure? Est-ce qu'on est surveillé de ce côté-là? Est-ce que justement on a cette confédération intergalactique, vous voyez, ce gouvernement galactique qui pourrait se dire, les petits là, il faut pas qu'ils fassent les cons, et c'est pour ça qu'on voit parfois des silos de missiles ou des missiles désarmés, etc. Est-ce que vous pensez que voilà, il y a un garde-fou et qu'il est universel? Non, je ne le pense pas pour une raison dont j'ai déjà abordé l'un des aspects. C'est qu'une civilisation extraterrestre qui aurait beaucoup d'avance par rapport à nous, et je rappelle que ça peut être des milliards d'années d'avance, aurait la capacité de ne pas se montrer, d'être invisible, puisque vous savez que nous-mêmes, déjà en 2013, on travaille sur ce qu'on appelle des caps d'invisibilité, c'est-à-dire que déjà on commence à faire de façon rudimentaire l'homme invisible, et que peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, on sera totalement capable d'être invisible grâce à ces progrès de la recherche scientifique. Donc s'ils avaient vraiment des inquiétudes sur la bombe atomique, il y a longtemps qu'ils auraient neutralisé ou les scientifiques qui travaillent là-dessus, ou les centres qui travaillent là-dessus. C'est pas compliqué. Donc je ne crois absolument pas à une surveillance des ovnis sur les sites nucléaires. Ça n'a pas de sens pour moi. Bon. Bah écoutez, on va être obligé de se séparer. Jean-Claude Boré, ça a été un vrai bonheur, clair, limpide, comme vous l'étiez à l'antenne. Donc voilà, juste que du bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en studio ici à la rentrée après vos vacances. Ça a été un vrai bonheur. Vous savez que on aborde très régulièrement, pratiquement tous les soirs, ce dossier OVNI, et c'est un peu grâce à vous qui nous avez donné envie de le faire. En tout cas, 1000 fois merci Jean-Claude Boré. Alors Bob, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y. Pour faire une transition avec l'émission qui va suivre sur les maisons hantées. Ouais. Parce qu'il se trouve que à la direction de la gendarmerie, lorsque j'ai commencé à piocher dans les dossiers objets volants non identifiés, je suis aussi tombé sur les maisons hantées. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'avait beaucoup marqué, puisqu'à l'époque c'était un capitaine qui dirigeait, ou un capitaine ou un commandant, enfin peu importe, qui dirigeait la section qui s'occupait de tout ce qui était extraordinaire, et notamment les maisons hantées. Et lui, il était descendu dans une maison hantée du sud de la France, où il se passait des phénomènes extraordinaires, et il m'a raconté l'anecdote suivante. Il arrive venant de Paris, il est accueilli par la brigade de gendarmerie locale qui l'amène dans la ferme où, soi-disant, il y a des phénomènes paranormaux. C'était en plein jour, il était du style 14h, 14h30 au mois de juin ou au mois de juillet, et d'un seul coup, il voit sur le chemin qui menait à la ferme était à peu près à 200 ou 300 mètres, il voit des pierres qui se soulèvent toutes seules du sol et qui sont jetées par une main invisible sur les gendarmes qui arrivent en uniforme. Alors, ils sont évidemment stupéfaits. Ah oui. Ils ramassent l'une des pierres, elle est brûlante. Ils la laissent tomber. Ils arrivent dans la maison où il y avait un père de famille, une mère de famille, une jeune fille, etc. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un grand chaudron où il y avait du riz, vous savez, une espèce de très grosse casserole qui cuisait sur un fourneau, qui se soulève toute seule, comme soulevée par une main invisible, et qui vient vers les gendarmes et qui se renverse sur les bottes des gendarmes. Wow. Et à ce moment-là, on entend taper dans les cloisons comme s'il y avait quelqu'un qui avait une masse et qui tapait sur les murs. Alors le capitaine ou le commandant donne l'ordre à ses hommes d'aller partout dans la maison pour voir s'il n'y avait pas un type avec une masse. Alors qui lui disent non, mon capitaine, il y a personne dans la... Et il a l'idée d'essayer de communiquer avec l'esprit. Il dit, esprit, tu vas taper 2 coups, 1 coup pour oui et 2 coups pour non. Est-ce que tu es d'accord? 1 coup, oui. Et là, il y a l'un de ces hommes qui dit, mais mon capitaine, demandez-lui l'arrivée du tiercé demain. Alors, il demande l'arrivée du tiercé, c'est incroyable cette histoire, c'est une histoire vraie. Il dit, donne-moi l'arrivée du tiercé. Alors, le fantôme donne des coups, je me souviens plus, on s'en fiche, 3 coups, 6 coups, 5 coups. Alors, il note 3, 6, 5, et puis tous les gendarmes ont joué le 3, 6, 5, mais le 3, 6, 5 n'est pas arrivé. Enfin, tout ça pour vous dire que l'histoire des maisons hantées, il y a vraiment des cas
qui ont été enquêtés par la gendarmerie et pour lesquels on n'a aucune espèce d'explication. Et ce cas-là m'avait marqué parce que j'avais interviewé le fameux capitaine qui m'avait raconté ça. Mais comme c'était pas dans le cadre d'émission OVNI, je vous en fais cadeau. Merci mille fois. Jean-Claude Bourret était avec nous donc ce soir. Cet entretien, bien sûr, sera réécoutable dès minuit et demi en podcast sur iTunes. C'est gratuit sur l'appli mobile. Bob vous dit toute la vérité ou encore sur le site bob-toutelavérité.fr. Merci mille fois. C'était Jean-Claude Bourret. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Vous ne bougez pas dans un instant, lieux et maisons hantées de France avec Gaëtan Delbar et Stéphane Arquet. N'hésitez pas si vous voulez réagir, contact @bob-toutelavérité.fr. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur adofm.fr. Et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.